Mon riche oncle a découvert que je vivais dans ma voiture alors que je travaillais à 2 emplois pour payer mes études, et mes cousins se moquaient de moi devant tout le monde. Moi, 19 ans, femme, j'ai besoin d'écrire tout ça. Parce qu'honnêtement, ma tête tourne encore avec tout ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais pensé raconter ma vie comme ça, mais bon. Voilà. Tout a commencé quand mon père a été diagnostiqué d'un cancer. J'avais 14 ans, je venais juste d'entrer au lycée, et je pensais que mon plus gros problème allait être l'algèbre ou un truc du genre. Papa se sentait fatigué depuis un moment, mais on croyait que c'était juste le stress du travail. Tu vois? Puis, un mardi normal après l'école, maman m'a assise dans la cuisine et m'a dit qu'il avait un cancer du pancréas au stade 4. Les 6 mois qui ont suivi, c'était comme regarder un film qui ne parlait pas de ma vie. Papa est tombé très malade, très vite, a perdu tous ses cheveux, a énormément maigri. Son maillot préféré des Chicago Bears flottait sur lui comme une tente. Il essayait de continuer à plaisanter. Il m'aidait encore pour mes devoirs de maths alors qu'il avait à peine la force de rester assis. La dernière chose qu'il m'a dite fut « Ne laisse pas la cuisine de ta mère t'achever avant que je revienne », quand ils l'ont emmené à l'hôpital pour la dernière fois. C'était tellement lui, toujours à vouloir me faire rire. Il est mort un jeudi. Je m'en souviens parce que c'était censé être notre soirée pizza. On commandait toujours une deep dish le jeudi, depuis que j'étais toute petite. Mais ce soir-là, j'étais assise dans une salle d'attente d'hôpital, sous ces horribles néons qui grésillaient, à regarder ma mère pleurer au téléphone pour prévenir la famille. Je pensais que ça serait le pire moment de ma vie. Eh bien, j'avais tort. Maman a complètement perdu pied après la mort de papa. Elle a commencé à sortir avec quelqu'un à peine 2 mois plus tard. Elle disait qu'elle avait besoin de se sentir vivante, de nouveau ou je ne sais quoi. C'est comme ça qu'elle a rencontré Derek. Un riche promoteur immobilier. Il a vite commencé à venir tout le temps, à offrir des cadeaux luxueux à maman, à l'emmener en week-end. J'ai essayé d'être heureuse pour elle, vraiment. Papa n'aurait pas voulu qu'elle reste triste pour toujours, non. Mais ensuite, elle a épousé Derek moins d'1 an après la mort de papa. Elle ne m'avait même pas dit qu'ils étaient fiancés. Je l'ai découvert quand elle m'a demandé d'essayer une robe de demoiselle d'honneur junior qu'elle avait déjà achetée. Le mariage a eu lieu dans un club de golf huppé de Newport Beach. Tous les amis riches de Derek étaient là, nous regardant comme si on était un cas de charité qu'il avait adopté. J'ai passé la plupart de la réception cachée dans les toilettes, à essayer de ne pas pleurer. C'est là que tout a vraiment changé. Maman et Derek ont emménagé dans sa maison immense à Newport Beach. Une de ces maisons avec piscine et cours de tennis. Mais devine quoi? Il n'y avait pas de place pour moi. Maman a dit que je serais plus à l'aise chez la sœur de papa, tante Lisa, à Chicago. Plus à l'aise pour qui, maman? Donc, on m'a expédié à Chicago comme un colis dont personne ne voulait. Tante Lisa vit dans une grande maison à Lincoln Park avec mon oncle Marcus et mes cousins Michael, 17 ans, et Rebecca, 18 ans. On était super proches quand on était petits. Ils venaient chaque été et on passait des semaines à inventer des jeux idiots et à construire des cabanes de couverture. Mais une fois que j'ai emménagé chez eux, tout était différent. Je n'étais plus leur cousine marrante de l'été. J'étais l'intruse. Ils se comportaient comme si je leur volais de l'espace, de la nourriture, de l'air précieux, je suppose. Michael faisait, accidentellement, tomber mes affaires tout le temps. Rebecca lançait des petites piques du genre que ses vêtements étaient trop beaux pour me les prêter quand je n'avais rien pour l'hiver. Tante Lisa, c'était la pire. Elle a bien fait comprendre que j'étais un poids. Elle a commencé à me faire payer un loyer alors que j'étais encore au lycée. Qui fait ça, sérieusement? Le pire? Maman a juste cessé d'appeler. Complètement. Parfois elle envoyait un peu d'argent, pas assez pour couvrir le loyer que tante Lisa exigeait, mais c'était tout. Quand j'essayais de l'appeler, elle était toujours trop occupée avec sa nouvelle vie, trop occupée par le yoga, trop occupée par des galas de charité. Trop occupée pour parler à sa propre fille. Je voyais des photos sur Facebook d'elle et Derek en vacances en Europe, à des soirées, vivant une toute autre vie où je n'existais pas. Elle avait même archivé toutes nos anciennes photos de famille, celles avec papa et moi, disant qu'elles ne correspondaient pas à son nouvelle esthétique de profil. Comme si j'étais un vieux meuble qui ne s'accordait plus avec sa nouvelle déco. Je faisais des rêves où on était encore dans notre ancienne cuisine, où tout allait bien. Puis je me réveillais en larmes dans cette chambre étrange chez tante Lisa, à fixer ce papier peint hors de prix qui coûtait plus que toute ma garde-robe, avec l'impression d'avoir perdu mes 2 parents, pas seulement un. Un mois après mon arrivée, tante Lisa m'annonce une augmentation de loyer à cause des taxes foncières ou je ne sais quoi. J'avais 15 ans. Mais bon, fallait bien trouver un boulot. C'est là que ma chère cousine Rebecca m'indique, gentiment, une laverie ouverte 24h24 dans ce qu'elle appelait le quartier craignos de Chicago. Un bâtiment délabré coincé entre un dollar store fermé et un magasin de réparation de téléphones suspects, qui, je crois, n'a jamais réparé un seul téléphone. Le propriétaire, un vieux nommé Jerry, m'a regardé et a dit « T'es beaucoup trop jeune pour le service de nuit ». Mais quand je lui ai dit que je pouvais commencer ce soir-là et que je ne me plaindrais pas du salaire, soudain mon âge n'était plus un problème. Et ma vie est devenue un planning de fou qui me donne encore de l'angoisse rien que d'y penser. De minuit à 6h du matin à la laverie, à gérer les clients les plus bizarres que tu puisses imaginer. Le pire,
ce n'était même pas eux. C'était le froid. Le chauffage ne marchait presque pas, et l'hiver de Chicago, c'est pas une blague. Je mettais 3 suites pour survivre à mes nuits. Ça, il l'avait pas mis dans la fiche de poste. Mais un seul travail ne suffisait pas à payer le loyer de tante Lisa et les trucs de base, genre la nourriture ou les fournitures scolaires. Alors j'ai pris aussi un poste dans une station-service, de 16h à 22h. Et c'est là que mes adorables cousins ont décidé de me rendre la vie encore plus infernale. Quick Stop se trouvait juste à côté de leur école privée hors de prix, dont la scolarité coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un an. Michael et ses potes trouvaient ça hilarant de débarquer pendant mes shifts pour foutre le bazar. Ils faisaient tomber les présentoirs de chips que je venais de ranger, renversaient leur granité, par accident, par terre, ouvraient des sachets de bœuf séché qu'ils laissaient partout. Rebecca était pire encore. Plus sournoise. Elle venait avec ses copines pom-pom girls et elle parlait super fort de moi comme si je n'étais pas là. Oh mon Dieu, t'imagines devoir bosser ici? Moi je mourrais. Ou encore, Burke, regarde son uniforme. C'est du polyester. Puis elle prenait des photos horribles de moi en train de nettoyer derrière elle et les postait sur leur réseau. À l'école publique du quartier, ça a aussi tourné mal. Je m'y étais inscrite et Rebecca a trouvé le moyen de faire circuler des rumeurs sur mes boulots. Les gens ont commencé à laisser des pièces de 25 cents sur mon bureau, pour la lessive. Quelqu'un a collé une étiquette sur mon casier, OH Girl. Super créatif, merci. Je dormais quasiment en cours, parce que franchement, qui peut rester éveillé avec un emploi du temps pareil, minuit à 6h, école de 7h à 14h, puis boulot de 16h à 22h. Mes notes ont chuté. Les profs me demandaient si tout allait bien à la maison. Je disais juste que j'avais du mal à m'adapter au déménagement. La seule bonne chose à la laverie, c'était ce sans-abri, Pet, qui venait presque toutes les nuits. Il n'était pas comme les autres clients bizarres. C'est lui qui m'a montré comment réparer la machine à pièces quand elle se coinçait et qui m'a appris quels clients on pouvait laisser passer quand il leur manquait 25 cents. Un soir, Pet m'a dit, gamine, t'es en train de jouer la vie en mode expert. Ça m'a fait rire pour la première fois depuis des semaines. Puis il a disparu quand l'hiver est devenu trop rude. Je m'inquiète encore parfois de ce qui lui est arrivé. L'immeuble appartenait à mon oncle Marcus, mais je ne l'y voyais jamais. Il avait une société de gestion immobilière qui s'occupait de tout. Parfois je voyais des voitures de luxe passer lentement la nuit, plus tard j'ai compris qu'il envoyait des gens vérifier les lieux. Je suppose qu'il me surveillait plus que je ne le croyais. Pendant ce temps, maman m'envoyait des textos au hasard du style « J'espère que tu vas bien », mais elle ne décrochait jamais quand je l'appelais. Son Instagram était rempli de photos de soirées sur le yacht de Derek et de galas de charité. Faut croire que c'est plus facile d'avoir du temps pour la charité quand sa propre fille bosse à 2 jobs pour survivre. Tante Lisa, elle, trouvait toujours des excuses pour augmenter le loyer, les charges qui montent, les frais de copropriété qui augmentent, et même, ta chambre est de l'immobilier de premier choix. Oui, bien sûr. Cette remise transformée en chambre au sous-sol, avec des champignons bizarres qui poussaient dans le coin, c'était vraiment de l'immobilier premium à Chicago. J'ai commencé à cacher mon argent dans un vieux nounours que papa m'avait offert avant de mourir. J'avais tout un plan, dès que j'aurais assez, je prendrais mon propre appartement. Mais chaque fois que j'arrivais à mettre de côté une somme correcte, il se passait quelque chose. Les frais de scolarité. Des bottes d'hiver quand mes vieilles se sont déchirées. Le jour où Michael a, accidentellement, embouti ma voiture avec la sienne et que j'ai dû payer les réparations toute seule. Mais la goutte d'eau est arrivée un soir en rentrant de la station-service, j'ai trouvé ma chambre complètement retournée. Mon nounours éventré, de la mousse partout. Et bien sûr, toutes mes économies envolées. Rebecca a juré qu'elle faisait juste le ménage et qu'elle n'avait aucune idée qu'il y avait de l'argent. Oui, bien sûr. La même semaine, tante Lisa descend dans ma chambre du sous-sol et m'annonce que le loyer augmente encore. Pas juste un peu, il doublait. Elle a parlé de hausse de la valeur immobilière dans le quartier. J'ai fait le calcul, même avec mes 2 boulots, je ne pourrais plus payer. Mais voilà, je suivais aussi des cours dans un community college du coin. Rien d'extraordinaire, juste des matières générales, pour prendre de l'avance alors que j'étais encore au lycée. La conseillère m'a dit que je pourrais peut-être obtenir une aide financière si je prenais plus de cours. Ce qui voulait dire que je devais choisir, continuer à payer le loyer délirant de tante Lisa ou essayer de poursuivre mes études. J'ai choisi les études. Pas vraiment de plan, juste la certitude que je ne pouvais plus rester là. J'ai entassé ce que je pouvais dans ma Toyota. La voiture avait des taches de rouille partout et le chauffage ne marchait que si on donnait un coup précis sur le tableau de bord. Mais c'était la mienne. La première nuit passée dedans a été étrangement paisible. Je me suis garé derrière la laverie, j'ai utilisé mes clés de boulot pour accéder aux toilettes. J'avais tout un système, siège conducteur incliné à fond, sac à dos de cours comme oreiller, 5 couvertures récupérées dans la boîte des objets trouvés. Je me suis dit, finalement, c'est pas si terrible. Puis l'hiver est arrivé. Le vrai hiver de Chicago. Celui où ta salive gèle avant de toucher le sol. La batterie de ma voiture a commencé à mourir à cause du froid, alors je ne pouvais plus faire tourner le chauffage longtemps. Le plus dur, ce n'était même pas le froid ou le manque de sommeil. C'était de paraître normal à l'école.
Essaie d'expliquer à ton prof de chimie pourquoi tes devoirs sont froissés et sentent la lessive. Ou pourquoi tu portes en boucle les 3 mêmes tenues. La conseillère scolaire essayait souvent de me parler, mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je vis dans ma voiture, mais t'inquiète, elle est garée dans une super belle ruelle. C'est là que mon cher cousin Michael a décidé de jouer les détectives. Il a dû se douter de quelque chose puisque je n'étais plus trop à la maison. Il m'a suivi un soir après mon service à la laverie. Le lendemain, sur leur TikTok, il y avait toute une série intitulée « Ma cousine sans abri », un documentaire. Ils avaient tout filmé, mes vitres couvertes de givre, moi en train d'étudier à la lumière de l'enseigne de la laverie, ils m'ont même surprise en train de me changer sur la banquette arrière. Les vidéos sont devenues virales dans leur petit cercle de gosses de riches. Des gens ont commencé à passer devant la laverie la nuit pour klaxonner, balancer des trucs sur ma voiture. Les flics se sont mis à passer plus souvent aussi. Tous les 2 ou 3 soirs, je recevais des coups à la vitre, « Vous ne pouvez pas dormir ici, mademoiselle ». Alors je faisais des tours en voiture jusqu'à ce qu'ils s'en aillent, puis je revenais. J'ai passé beaucoup de nuits à conduire en rond, à regarder l'aiguille de l'essence descendre et à prier pour en avoir assez pour aller travailler le lendemain. Tu sais ce qui est bizarre? J'ai commencé à remarquer un SUV noir garé en face certains soirs. Toujours à un endroit différent, moteur tournant, vitres teintées. J'ai d'abord cru que c'était la police, ou peut-être un type louche. Mais ils ne m'ont jamais embêté. Ils restaient juste là, à observer. Puis la température a chuté à moins 15 degrés Fahrenheit une nuit. Ce froid qui te brûle les yeux. Ma voiture n'a pas démarré, mon téléphone était mort, et la laverie était fermée pour réparation. J'ai pensé, voilà, c'est fini. Ils vont me retrouver congelé comme les rats de la ruelle. Je me suis enveloppé dans tous mes vêtements et j'ai essayé de penser à des choses chaudes. C'est là que quelqu'un a frappé à ma vitre. J'ai levé les yeux, c'était mon oncle Marcus, debout dans la neige comme si c'était normal d'être dehors à 2 heures du matin par moins 20 degrés Celsius. Il m'a juste dit, je crois qu'il faut qu'on parle. En fait, le SUV noir, c'était le sien. Il m'avait surveillé via les caméras de la laverie pendant des semaines, envoyant des gens pour me surveiller. Il a dit qu'il voulait voir de quoi j'étais capable. Qui fait ce genre de test malsain? Mais franchement, à ce moment-là, j'étais trop gelé pour me soucier de ces méthodes. Donc voilà, j'étais en train de me transformer en glaçon humain dans ma voiture, et mon oncle Marcus, dans son manteau de laine hors de prix, me fixait par la vitre. Je pensais qu'il allait me faire la morale ou appeler les flics. Mais au lieu de ça, il a dit, mon bureau est mieux chauffé. Comme si tout ça était une situation normale. Son bureau, c'était une petite pièce au-dessus de la laverie où je n'étais jamais allé. En fait, il y avait tout un espace privé là-haut, un bureau, un mini-frigo, une cafetière, même une petite salle de bain. Pendant que je réchauffais mes doigts autour d'une tasse de vrai bon café, il me regardait comme s'il essayait de résoudre une énigme. Puis il a dit, tu sais, ton père et moi, on a déjà dormi dans une voiture aussi. Quoi? J'ai failli faire tomber mon café. J'ai toujours connu mon oncle Marcus comme ce type super riche de l'immobilier, avec des costumes qui valaient probablement plus que ma voiture. Mais il a commencé à me raconter une histoire que je n'avais jamais entendue. Apparemment, lui et papa avaient grandi dans une pauvreté extrême. Leur mère travaillait à 3 emplois et ils n'arrivaient quand même pas à payer le loyer la plupart du temps. Mon oncle Marcus a sorti son téléphone et m'a montré une vieille photo de 2 ados maigres assis dans un van, mangeant des haricots directement à la boîte. C'est ton père à gauche, il a dit. Et oui, le même sourire idiot que je me rappelais, mais sur un visage beaucoup plus jeune. Pendant qu'il racontait cette histoire, j'essayais d'assimiler. Comment ils étaient passés d'ados sans abri à ça? C'est alors qu'il m'a parlé de la laverie. Le propriétaire de l'époque les laissait rester à l'intérieur les nuits glaciales. En échange, il l'aidait à réparer les machines, à nettoyer, tout ce qu'il fallait. Quand le propriétaire est tombé malade, il leur a proposé de lui racheter l'endroit. Papa venait juste de commencer l'université avec une bourse, mais oncle Marcus, lui, travaillait sur des chantiers et mettait chaque centime de côté. Alors le propriétaire lui a vendu pour quasiment rien. C'était sa première propriété. Puis il commence à sortir de son bureau tous ses vieux documents, actes de propriété, contrats, plans d'affaires, tous annotés par mon père dans les marges. Quand ton père est tombé malade, continue l'oncle Marcus, il m'a fait promettre 2 choses. D'abord, de veiller sur toi. Ensuite, de m'assurer que tu apprendrais à veiller sur toi-même. Puis il me lance ce regard et dit, faut dire, tu t'en sors mieux pour la 2e partie que ce que j'attendais. J'essaie de ne pas pleurer, mais j'échoue assez lamentablement, pour être honnête, quand il lâche la vraie surprise. Il s'avère qu'il possède la moitié du pâté de maisons autour de la laverie maintenant. Des immeubles, des magasins, même ce magasin louche de réparation de téléphone. Et il m'avait observé via les caméras de surveillance tout ce temps, envoyant ses gars dans le SUV pour garder un œil sur moi. Tu as travaillé 2 boulots sans te plaindre, gardé de bonnes notes, trouvé des moyens de survivre auxquels la plupart des gens n'auraient jamais pensé, même mieux fait tourner cette laverie que le gérant que j'avais engagé. Il a même souri en disant ça. Jerry m'a dit que tu avais réparé la machine à pièces. Mon technicien a eu besoin de 3 essais pour comprendre ça. C'est alors qu'il sort une clé. Il dit que c'est pour l'appartement au-dessus de son bureau. Un studio entier dont je ne soupçonnais même pas l'existence.
Il m'explique qu'il est à moi. Pas de loyer, tant que je continue à travailler à la laverie et à maintenir mes notes. J'ai essayé de refuser. Ça ressemblait trop à de la charité, mais il a coupé court. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Tu as l'intelligence de ton père et ta propre détermination. J'investis là-dedans. Puis il me montre tout un dossier qu'il a gardé. Copie de mes relevés scolaires, rapport de travail de Jerry, même des captures d'écran de ces horribles TikTok que Michael et Rebecca avaient fait. Il pensait humilier, dit-il. Tout ce que j'ai vu, c'était quelqu'un qui refusait de plier. C'est étrange, tu sais? Tout ce temps je croyais que c'était un type froid, riche, qui s'en fichait, qui laissait sa femme me traiter comme une moins que rien. En fait, il me testait. C'est une méthode tordue, oui, mais je comprends un peu maintenant. Il voulait voir si j'avais ce que mon père avait, ce truc qui te fait continuer quand tout est contre toi. Avant que je quitte son bureau cette nuit-là, il m'a dit autre chose à propos de papa. Il m'a parlé de leur dernière conversation, quand papa était à l'hôpital. Papa lui avait fait jurer de ne pas simplement tout me donner, disait qu'il fallait que j'apprenne à être forte par moi-même d'abord. Mais, a ajouté l'oncle Marcus, il avait aussi dit qu'il fallait savoir quand ça suffisait. Et gamine, tu as plus que prouvé ta valeur. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un vrai lit pour la première fois depuis des mois. L'appartement n'était pas luxueux, juste une pièce avec un coin cuisine et une salle de bain, mais il était chaud, propre, sûr. Mais le matin après que l'oncle Marcus m'a donné l'appartement, je me suis réveillé avec mon téléphone qui explosait de messages d'Aunt Lisa. Apparemment, Michael était passé devant la laverie en allant à l'école et m'avait vu descendre de l'appartement au-dessus. Bien sûr, il avait pris des photos. Aunt Lisa débarque à la laverie pendant mon service, en tenue de sport de luxe, l'air prête à exploser. Elle s'est mise à hurler que j'essayais de lui voler son mari, que je l'avais séduit ou je ne sais quoi. Genre oui, Aunt Lisa, je t'ai séduite en étant SDF et en réparant des machines à laver. Super sexy. Les clients me fixaient, et une vieille dame qui vient tous les mercredis laver les couvertures de son chat a même commencé à tout filmer sur son téléphone. Aunt Lisa racontait n'importe quoi, que j'étais une profiteuse comme ma mère, que j'étais un problème depuis toujours. Je restais là, avec ma serpillière à la main, en uniforme dégueu, me demandant « est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ?» Puis Jerry est sorti de l'arrière-boutique et a dit à Aunt Lisa qu'elle devait partir avant qu'il appelle la police. Elle est partie, mais pas sans dire que ce n'était pas fini. Cette nuit-là, j'ai entendu Lisa et l'oncle Marcus se disputer violemment dans son bureau à l'étage. Les voix étaient étouffées, mais je distinguais Lisa qui hurlait « cette fille, et comment oses-tu ?» Je me suis sentie honteuse, comme si j'avais détruit leur mariage. Plus tard, j'ai appris que Lisa avait dormi chez une amie cette nuit-là. Quand j'ai vu l'oncle Marcus le lendemain, il avait de gros cernes et m'a juste fait un signe fatigué. Mais le plus bizarre, c'est que ma mère s'est soudain mise à m'appeler pour la première fois depuis des mois, jouant les inquiètes. Chérie, j'entends des choses inquiétantes. Comme si elle avait le droit de s'inquiéter après m'avoir abandonné. J'étais sûr que c'était Rebecca qui lui avait envoyé les rumeurs. Puis elle et Derek ont débarqué à mon appartement sans prévenir. Maman portait une de ses nouvelles tenues de créateur. Ses yeux ont balayé mon petit studio. « Oh, chérie, dit-elle, mais ça sonnait plus calculateur que concerné. C'est mignon. » Derek est resté près de la porte comme si la pauvreté était contagieuse. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, sans leur offrir de siège. Il n'y avait de toute façon nulle part où s'asseoir, sauf s'ils voulaient partager mon lit défait. Maman a commencé à tourner en rond dans mon minuscule espace. On a entendu des choses. À propos de toi et de ton oncle Marcus. La façon dont elle l'a dit m'a tordu l'estomac. Quoi à propos de l'oncle Marcus? Allez, chérie. Elle essaie un sourire complice. Je sais ce que tu fais. C'est malin, vraiment. Je n'y aurais jamais pensé à ton âge. Penser à quoi? Te rapprocher de Marcus comme ça. Travailler dans son affaire. Jouer la pauvre nièce abandonnée. Je suis sûr qu'il t'a promis pas mal de choses. La réalisation m'a frappé comme une gifle. Tu crois que j'essaie d'avoir son argent? Eh bien, n'est-ce pas le cas? Vivre ici. Travailler dans cette laverie. Passer tout ce temps avec lui? C'est évident ce que tu fais. J'ai ri, et c'est sorti amer. Évident pour qui? Pour toi? La femme qui m'a expédié à Chicago et m'a oublié. Ce n'est pas juste. Non. Tu sais ce qui n'est pas juste? Tu as disparu quand papa est mort. Tu as épousé Derek quoi? Dis-moi plus tard. Tu m'as envoyé chez Lisa comme un vieux meuble qui ne collait pas avec ta nouvelle déco? Je faisais mon deuil, dit-elle. Mais elle regardait sa montre de luxe, pas moi. Non, tu faisais une mise à niveau, ai-je répliqué. Tu as échangé ta vie pour une plus chic avec ton mari agent immobilier et tes galas de charité. Et maintenant quoi? Tu as peur que je touche à l'argent de l'oncle Marcus avant toi. Derek a alors avancé, faussement autoritaire. Écoute-moi bien, jeune fille. Ta mère et moi sommes inquiets pour ton bien-être. Mon bien-être? J'ai ri encore, plus les 7 fois. Où était cette inquiétude quand Lisa me faisait payer un loyer à 15 ans, quand je travaillais de boulot et que je dormais dans ma voiture? Maman a agité la main, dédaigneuse. Ne sois pas dramatique. Lisa ne ferait jamais, vérifie mes dossiers à l'hôpital quand j'ai eu une bronchite à force de dormir dans ma voiture.
Vérifie mes fiches de paie de la station-service et de la laverie. Vérifie les reçus de loyer que Lisa m'a obligé à garder. Oh, attends. Tu ne peux pas. Tu étais trop occupé à poster des photos de tes soirées yacht pour répondre à mes appels. Ça, c'est de l'histoire ancienne, dit maman. Mais elle tripotait son alliance, l'alliance de papa qu'elle avait, améliorée, avec des diamants plus gros. On est là pour t'aider maintenant. Derek a un ami qui dirige une école privée merveilleuse en Suisse. Maintenant vous voulez aider. Ma voix monte. Ou bien tu viens juste de découvrir qu'oncle Marcus m'apprend le métier. Tu as peur que j'apprenne vraiment quelque chose? Que j'obtienne une part de ce que tu crois être à toi? Le visage de maman change alors, il se durcit, elle laisse tomber son petit numéro de mère inquiète. Marcus était le frère de ton père. Tout ce qui est à lui devrait me revenir, à moi, sa femme. Ex-femme, je corrige. Qui s'est remarié moins d'1 an après sa mort. Je mérite? Commence-t-elle. Mais je la coupe. Tu mérites? Papa a aidé à construire cette entreprise. Lui et oncle Marcus sont partis de rien. Pendant que tu organises des galas de charité avec Derek, moi j'apprends à réparer des machines à laver, à gérer des comptes, à aider des gens. Exactement comme papa le faisait. Ton père était professeur, crache TL. Il s'amusait avec les affaires de Marcus comme si c'était un passe-temps. Dehors. Je montre la porte. Retourne à ta vie parfaite avec ton mari parfait. Va organiser un autre gala de charité. Va archiver encore des photos de famille parce qu'elles ne collent pas à ton esthétique. Juste, sors de mon appartement. Derek tente une dernière fois, voyons, jeune fille. Non, voyons-toi. Ma voix est étonnamment ferme. Je sais exactement pourquoi vous êtes là. Vous avez entendu que je travaillais avec oncle Marcus et vous avez pris peur. Peur que je gagne vraiment quelque chose que vous pensez être à vous. Mais voilà la différence, je ne suis pas toi. Je ne suis pas là pour l'argent de qui que ce soit. Je suis là parce qu'oncle Marcus m'a donné une chance quand toi, tu m'as jeté. Le visage de maman devient écarlate. Comment oses-tu? Comment j'ose? Et toi, comment oses-tu venir ici en prétendant t'inquiéter de mon bien-être alors que tout ce qui t'intéresse, c'est ton compte en banque? Je marche vers la porte et l'ouvre. Au fait, maman, ce tailleur te fait paraître désespéré. Ils s'en vont, maman marmonnant quelque chose sur mon ingratitude, Derek déjà au téléphone. Je ferme la porte et m'adosse contre elle, tremblante. À travers les murs fins, j'entends la voix de maman, je te l'avais dit. Cette petite croqueuse de diamants va essayer de tout prendre. Alors après le drame de la visite de maman et Derek, les choses sont devenues étrangement calmes pendant environ une semaine. J'étais au travail un soir quand Michael a débarqué dans la laverie. Il avait l'air effrayé. En fait, il utilisait l'iPad de tante Lisa. Un message est apparu d'un contact enregistré sous « D » qui disait seulement « Tout est prêt pour la semaine prochaine. Lisa chérie, on va enfin être libre. » Michael, le petit curieux, a ouvert les messages. Apparemment, tante Lisa ne s'était jamais déconnectée de ses comptes sur cet iPad. Devinez quoi? D, c'était Derek. Comme dans mon beau-père Derek. Comme dans le mari de ma mère, Derek. Ils s'écrivaient depuis des mois. Michael a aussi trouvé plein de mais. Des plans pour voler une grosse somme de l'entreprise d'oncle Marcus et s'enfuir ensemble. Ils planifiaient ça depuis presque 1 an. Chaque fois que tante Lisa augmentait mon loyer, cet argent allait directement sur un compte secret. Michael est venu me voir parce qu'il ne savait pas quoi faire. Pour la première fois de sa vie, ce gamin qui s'était moqué de moi parce que j'étais pauvre découvrait que sa propre mère s'apprêtait à tout voler et à l'abandonner. J'ai appelé oncle Marcus. Pas besoin de mentir, une partie de moi voulait juste laisser tout exploser. Après tout ce qu'il m'avait fait subir, ça aurait été une belle revanche. Oncle Marcus est venu tout de suite à la laverie. Michael tremblait encore quand il lui a montré tous les messages. Je n'avais jamais vu oncle Marcus aussi fermé, son visage s'était comme éteint. Il a passé des coups de fil. Il se trouve que son avocat soupçonnait déjà quelque chose au sujet des comptes de l'entreprise. Les chiffres ne collaient pas, mais tante Lisa gérait toute la paperasse. Oncle Marcus lui faisait totalement confiance. Personne n'avait donc creusé. L'avocat a tout vérifié, chaque compte, chaque transaction. Vous savez combien il prévoyait de voler? 4 300 000 $. Ils avaient déjà déplacé presque 1 million vers des comptes offshore. Toutes ces fois où tante Lisa se plaignait des impôts fonciers et des factures, elle volait cet argent aussi. Mais le coup le plus dur, une partie venait des fonds universitaires de Michael et Rebecca. Leur propre mère volait leur avenir pour s'enfuir avec mon beau-père. Oncle Marcus a fait venir une équipe entière d'avocats et de comptables. Ils ont découvert plein de fausses sociétés créées par tante Lisa. Elle émettait des chèques pour ces sociétés soi-disant pour de l'entretien ou des fournitures, mais l'argent partait directement sur d'autres comptes secrets. Pendant tout ce temps, tante Lisa faisait comme si de rien n'était. Toujours à poster ses selfies de sport sur Instagram, toujours à présider les réunions de l'APE accent aigu, toujours à jouer la mère riche parfaite. Derek faisait pareil. Accompagnait ma mère aux événements de charité, lui achetait des choses luxueuses, jouait au mari dévoué. Les avocats ont dit qu'il fallait attendre, rassembler plus de preuves avant de les confronter. Mais Rebecca est tombée aussi sur tout le contenu de l'iPad. Une nuit, elle est venue dans mon appartement, du mascara coulant de ses yeux après avoir pleuré,
me demandant si elle pouvait rester chez moi. Pour la première fois de sa vie, cette fille qui s'était moquée de moi parce que j'étais sans abri n'avait plus de toit non plus. Elle ne supportait pas de rester dans la même maison que tante Lisa après avoir tout appris. Elle a dormi sur mon petit futon, utilisé mon shampoing bon marché, porté mes vêtements de chez Target, répétant sans cesse qu'elle était désolée de la façon dont elle m'avait traité. Mais honnêtement, la voir comprendre que l'argent ne rend pas quelqu'un meilleur, c'était déjà suffisant. Oncle Marcus avait ses informaticiens qui suivaient tous les comptes, surveillaient chaque transaction. Le plan était de les coincer juste avant qu'ils ne tentent de fuir. Mais tante Lisa a dû se douter de quelque chose, parce qu'elle a commencé à déplacer l'argent plus vite. Le lendemain, c'était la fête des 18 ans de Michael. Tante Lisa avait prévu un énorme événement chez eux, avec DJ, traiteur, même un mini-golf installé dans le jardin. Elle faisait la gentille avec tout le monde, sûrement parce qu'elle pensait que c'était son dernier week-end là. Oncle Marcus avait décidé que ce serait le moment de les confronter, preuve à l'appui, avec tout le monde réuni. Je me souviens que Rebecca a demandé si on ne devait pas prévenir ma mère avant. Mais oncle Marcus a dit non. On devait voir sa réaction authentique pour savoir si elle était impliquée. Le matin de la fête, l'ambiance était bizarre. Genre, vraiment bizarre. Tante Lisa courait partout, installant des centres de table et vérifiant le traiteur tout en préparant littéralement sa fuite avec mon beau-père le lendemain. Rebecca et moi aidions à préparer, en sachant que tout allait exploser, mais en essayant d'agir normalement. Michael, lui, semblait prêt à vomir chaque fois que sa mère le serrait dans ses bras. Oncle Marcus avait tout prévu, son avocat devait se pointer à l'improviste avec des papiers urgents pendant la fête. Il rassemblerait tout le monde dans le salon, et là, il balancerait toutes les preuves. Le FBI attendait même tout près. Oui, de vrais agents du FBI. Parce qu'apparemment, voler des millions à des entreprises légitimes en planifiant de fuir le pays, c'est leur domaine. Ma mère est arrivée tôt, toute excitée par la fête. Elle ne m'avait pas reparlé depuis l'histoire de l'école en Suisse, mais elle faisait comme si tout allait bien. Derek est entré derrière elle, portant un énorme cadeau emballé. J'ai appris plus tard que c'était une console de jeu très chère. Sans doute pour acheter le silence de Michael. La fête a commencé à 14h. Tous ces gosses riches de l'école de Michael débarquaient en BMW et en Mercedes offertes par leurs parents. Le DJ mettait de la musique. Des gens nagent dans la piscine. Tout a l'air complètement normal. Sauf que Rebecca, Michael et moi, on ne fait que surveiller tante Lisa et Derek, qui n'arrêtent pas de vérifier leur téléphone et de se chuchoter des trucs. Vers 16h, l'avocat est arrivé. Il tenait une grosse pochette d'un air super sérieux. Le visage de tante Lisa quand elle l'a vu, j'aurais aimé avoir une photo. Elle a compris tout de suite. Ils ont réuni tout le monde dans le salon. Certains amis de Michael ont essayé de rester, mais oncle Marcus a sorti un « famille uniquement » d'un ton qui les a fait filer en vitesse. Ma mère se plaignait qu'on gâche la fête, mais alors l'avocat a commencé à poser des documents sur la table basse, relevés bancaires, email, preuves de virement, photos de tante Lisa et Derek ensemble prises par un détective privé. À chaque feuille posée, la pièce devenait plus silencieuse. Puis il a fait écouter un enregistrement, tante Lisa et Derek en train de parler de leur plan, en rigolant sur à quel point tout le monde était stupide de ne rien avoir vu. Ma mère a arrêté de respirer en entendant la voix de Derek. Figé, complètement. Tante Lisa a tenté de dire que l'enregistrement était faux, mais alors oncle Marcus a sorti son iPad, celui où Michael avait trouvé les messages, et il s'est mis à lire leurs textos à voix haute. Et là, je vous jure, les hurlements. Maman s'est jetée sur Derek et s'est mise à le frapper avec son sac à main, qui contenait genre 1000 objets métalliques, d'ailleurs. Tante Lisa a essayé de filer vers la porte, mais les agents du FBI étaient déjà là. Une agente a juste dit « Lisa Anderson, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique et détournement de fonds ». Ils les ont emmenés menottés tous les deux. Derek n'arrêtait pas de crier qu'il avait une bonne explication. Tante Lisa pleurait en disant qu'on avait ruiné sa vie. Mais le pire, aucun d'eux n'a même regardé leurs enfants. Jean, c'est l'anniversaire de ton fils, sa majorité, et ta fête vient de se transformer en scène de crime, et tu ne prends même pas une seconde pour t'excuser. Maman a complètement craqué. Crise hystérique totale. Apparemment, Derek avait aussi utilisé son argent. Elle avait signé plein de papiers sans les lire, par confiance disait-elle, et il avait en gros volé tout ce qui lui restait de l'assurance vie de papa. Les semaines qui ont suivi ont été folles. L'enquête du FBI a révélé encore plus de choses. Tante Lisa et Derek préparaient ça depuis plus d'1 an. Ils avaient de faux passeports, des comptes offshore, une double vie entière déjà prête. Ils avaient volé à peu près tout le monde. L'entreprise, les fonds universitaires des enfants, même l'argent des associations caritatives de leurs événements mondains. Pendant tout ce temps, oncle Marcus observait comment chacun réagissait. Rebecca et Michael ont pratiquement emménagé dans mon minuscule appartement. On avait tout un système. Michael dormait sur le futon, Rebecca partageait mon lit, et on partageait tous une seule salle de bain, ce qui était quelque chose. Ils ont tous les deux trouvé des petits boulots à la laverie. Rebecca est en fait très douée avec les clients quand elle ne les traite pas mal. Et Michael? Ce gosse a un vrai talent pour réparer les machines. Il a trouvé la panne d'un sèche-linge industriel que même le réparateur n'arrivait pas à résoudre.
Maman est partie en cure. Pas pour la drogue ou quoi, juste pour apprendre à gérer tout ça. Elle avait tellement été obsédée par l'image parfaite, la vie parfaite, qu'elle avait ignoré tous les signaux d'alarme concernant Derek. Oncle Marcus a vraiment pris les choses en main. Il nous apprend tout sur l'entreprise. Il dit qu'il veut que nous, moi, Rebecca et Michael, la dirigions ensemble un jour. On a chacun nos forces. Je suis doué avec les chiffres comme mon père, Rebecca a un vrai don avec les gens quand elle fait l'effort, et Michael est un petit génie des machines. La semaine dernière, on est allés ensemble sur la tombe de papa. La première fois tous les trois. Oncle Marcus nous a raconté d'autres histoires sur lui, sur comment il avait aidé à bâtir toute cette entreprise tout en restant professeur, parce qu'il croyait qu'il fallait aider les autres. Tante Lisa et Derek sont maintenant en prison. Apparemment, voler des millions et prévoir de fuir le pays, c'est assez illégal. Ils essaient tous les deux de rejeter la faute sur l'autre, ce qui serait drôle si ce n'était pas aussi pathétique. Michael et Rebecca en souffrent encore. Jean, découvrir que ta mère tenait plus à s'enfuir avec le mari de quelqu'un d'autre qu'à ses propres enfants. Mais bizarrement, on va mieux maintenant. Tous. Maman affronte ses problèmes au lieu de les cacher derrière des lunettes de soleil de marque. Rebecca et Michael ont appris ce que ça veut dire de travailler pour obtenir quelque chose. Moi, j'ai appris que parfois, accepter l'aide des autres n'est pas une faiblesse. Parfois je regarde autour de moi et je n'arrive pas à croire à quel point ma vie a changé en un an. Jean, je suis assise dans le bureau de la laverie et ça me frappe. Même si j'ai perdu ma famille, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai découvert que ma tante et mon beau-père étaient amants en secret, qu'ils prévoyaient de voler des millions et de s'enfuir. Ils ont été arrêtés à une fête d'anniversaire. Maman a craqué, est partie en cure. Mes cousins ont appris l'humilité grâce à la laverie. Et d'une certaine façon, on est devenu une vraie famille. Et en plus, papa jouait aux échecs en 4D depuis l'au-delà.